Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, merci de se joindre à notre webinaire sur l'optimisation de la gestion de trésorerie en PME. Euh, donc, c'est organisé aujourd'hui par la BRED et par Référence DAF. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Laurent Sept, qui est donc chargé d'affaires entreprises à la BRED. Et je suis moi-même Marie Bouedec-Ménard, directrice générale de Référence DAF. Alors, commencer un webinaire dès 11 heures pile, c'est peut-être un petit peu difficile pour si jamais on a 2-3 retardataires. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes, Laurent, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. On va laisser encore 2 minutes. Et voilà, 2-3 minutes, c'est toujours bien pour si quelques-uns ont des soucis de connexion, ce qui peut toujours arriver, c'est jamais simple. Exactement, exactement. En tout cas, nous, on était parfaitement à l'heure. Oui, c'est comme plus sympathique. Voilà. Alors, peut-être juste, on peut quand même commencer sur le contexte. Ça fait quelques mois qu'on voulait organiser ce webinaire. On trouvait important, compte tenu de la crise actuelle, qui a quand même généré des besoins de financement extrêmement importants auxquels nos sociétés n'avaient pas été confrontées auparavant. Il nous a paru important d'organiser ce webinaire pour décrypter finalement déjà les contraintes, les besoins auxquels sont confrontées les sociétés, les solutions que les banques peuvent apporter et puis et finalement décrypter des bonnes pratiques pour trouver des solutions efficaces entre les sociétés, donc les DAF et les dirigeants et les banquiers. Voilà. Effectivement, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure, mais depuis un an, on vit comme une période un petit peu atypique. Et donc aujourd'hui, dans des temps où il faut être agile et un peu plus innovant, il semblait effectivement intéressant de créer ce lien, je dirais, entreprise-banque pour arriver à, je dirais, optimiser, à mieux comprendre et trouver des solutions pour passer et arriver à croître dans les années à venir et puis perdurer le tissu entrepreneurial, je dirais, français. Donc là, il y a effectivement un besoin je dirais, de communication et je pense que ce webinaire est bienvenu justement pour ça et donner des explications, de la visibilité et un peu d'informations un peu plus claires compte tenu de tout ce qu'on entend qui change, je dirais, presque au jour le jour. Exactement. Voilà. Et donc un peu décrypter tout ça. Alors, donc il est 11h03, je pense qu'on va pouvoir commencer. Nous avons déjà quand même de nombreux participants, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Donc, l'agenda de ce webinaire, donc on a à peu près 45 minutes ensemble, donc déjà on est ravis que vous soyez là et que vous puissiez participer. On aura deux parties, une première partie qui est un échange donc entre moi et Laurent sur donc les besoins des dirigeants. Donc cette première partie va durer une trentaine de minutes sur les besoins des dirigeants et des DAF en termes de financement. Ensuite, comment finalement la banque va interpréter ses besoins et quelles sont ses contraintes pour y répondre. Et ensuite, on va décrypter les bonnes pratiques pour construire des solutions rapides ensemble en exploitant l'ensemble de l'actif et du passif des structures. Voilà, on est dans une période où il faut être un petit peu créatif, donc on va y revenir. Et à l'issue de cette trentaine de minutes d'échange, nous aurons 15 minutes donc, qui seront dédiées aux questions-réponses. Et donc, on vous invite tous à poser vos questions sur le chat ou les questions Livestorm pour qu'on puisse y répondre en fin de webinaire. Voilà. Si jamais nous avons trop de questions, ce que nous espérons, nous les suivrons évidemment après le webinaire en revenant vers vous un par un, évidemment. Alors, Laurent, déjà peut-être en 2 mots, la BRED, est-ce que vous pouvez juste nous présenter finalement la banque ? L'établissement bancaire, tout à fait. Donc la BRED, oui, est un établissement qui a été créé il y a un peu plus d'un siècle par les artisans commerçants de Vincennes, justement déjà dans une période de crise, puisque les commerçants n'arrivaient pas à se trouver du crédit et ont décidé de se regrouper donc en coopérative. Donc nous sommes véritablement la banque des PME et ETI sur la région parisienne et c'est vraiment notre cœur de métier.
Donc aujourd'hui, la BRED s'est repositionné aussi sur l'ensemble des parcours clients, aussi bien donc en digital que je dirais en physique, donc canaux simples, hein, Teams ou Internet ou en agence au besoin. Le groupe est adossé au groupe BPCE, donc qui permet de pouvoir rayonner aussi bien en France et à l'international et répondre à l'ensemble des attentes, je dirais, des attentes clients et dirigeants. Donc, la banque reste une banque autonome et banque coopérative et qui souhaite donc être le partenaire, je dirais, des entrepreneurs d'aujourd'hui et de tous ceux qui veulent créer leur future entreprise demain. Voilà. Super. Alors, et moi, donc vous allez, Laurent, vous représentez le banquier pour ce webinaire et moi, je représente quelque part les sociétés, donc les dirigeants et les DAF en tant que directrice générale de référence DAF. Donc, mon métier, c'est de mettre à disposition des directeurs financiers à temps partagé augmenté entre 1 jour et 3 jours par semaine pour des PME ou des ETI qui n'ont pas besoin ni les moyens finalement d'avoir un directeur financier à temps plein. Mais vous verrez que même à temps partagé, nous apportons beaucoup de valeur, notamment dans la relation avec le banquier. On y reviendra. Alors, première question, Laurent. Donc, on a depuis mars 2020, on vit dans un monde qui a énormément changé, avec qui a beaucoup, où les besoins de financement ont littéralement explosé depuis mars 2020. Finalement, vous, en tant que banquier, qu'est-ce que vous avez constaté et comment ça a évolué depuis le début de la crise? Alors, donc on voit que depuis mars 2020, effectivement, l'ensemble des entreprises pilotent à vue. L'activité aujourd'hui demande véritablement de gérer la trésorerie d'une manière extrêmement tendue et véritablement proche, je dirais, je dirais proche des différents fournisseurs que l'on doit payer. Et donc, comme on sait que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, il faut absolument y faire attention. Donc, on a vu depuis cette dernière année des systèmes de stop and go hein, entre confinement, reconfinement. Donc, on a vu l'activité se réduire, l'activité se développer. On a vu à un moment donné des reconcentrations, des tensions sur les BP, des activités qui n'ont pas été réalisées, donc des reports de commandes, qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des entreprises ont besoin de flexibilité et vraiment d'adaptabilité. Donc nous, on a pu voir deux grands constats au niveau de la banque. Je dirais un impact fort sur toutes les activités qui étaient sur le contact physique, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, les transports. Donc tout ce qui est, je dirais, le contact physique. Là, pas de visibilité, des besoins, arrêt complet de l'activité et donc une visibilité très faible. En revanche, on a pu voir que tous ceux qui avaient passé à l'ère numérique et qui avaient quelque peu, je dirais, anticipé en créant un pôle digital, ont pu basculer l'activité physique sur le full digital et en même temps développer, voire accroître leur contenu, je dirais leur activité grâce au passage au digital. Donc aujourd'hui, ces deux grandes tendances sont vraiment marquées et l'obligation, je dirais, de passer au digital devient criante si on veut pouvoir, je dirais, faire face, je dirais, au prochain mois. Voilà à peu près les grandes tendances qu'on peut voir sur le marché. Bon, alors, on est d'accord, hein, les aides d'État ont clairement permis de soulager temporairement la trésorerie, hein, que ce soit avec le décalage, les exonérations de charges, le chômage partiel, le fonds de solidarité qui a été encore prolongé cette semaine jusqu'au fin juin pour les secteurs les plus touchés. Le PGE a été une mesure d'urgence largement plébiscitée. Mais finalement, on parle beaucoup de toutes ces aides. Comment est-ce qu'on se projette dans le futur et quelles sont les dernières tendances finalement notamment sur le PGE et sur les financements? Le PGE a été une solution d'urgence, hein, mais totalement utile et obligatoire hein, durant cette année. Et au bout d'un an, nous constatons effectivement aujourd'hui que l'endettement des entreprises est assez lourd et important, que pour certaines, on va voire même un endettement excessif et un mur de la dette apparaître
assez fort pour d'autres entreprises. Donc aujourd'hui, comment faire et quelles solutions, je dirais, apporter par rapport au PGE? Je dirais que va se poser trois grosses possibilités. D'une part, pour ceux qui peuvent, je dirais, le remboursement, je dirais, direct. Deuxièmement, pour ceux qui ont une visibilité un peu faible, ça va être de faire encore un report d'un an et un amortissement après sur les de la deuxième à la cinquième année. Maintenant, il y a un point qui est vraiment de vigilance à faire sur le PGE, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous allez prendre la décision, elle sera figée dans le temps. C'est-à-dire que si vous faites le report d'un an et que vous amortissez sur 2, 3, 4 et 5 ans, vous allez vous retrouver à devoir obligatoirement supporter dans la deuxième ou la troisième année l'option que vous avez prise aujourd'hui. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, moi personnellement, j'ai pas de meilleure solution. Je dirais que j'ai juste deux points importants, c'est que pour toutes les entreprises qui aujourd'hui ont la capacité, je dirais, de rembourser, cash is king. Il serait, je pense, plus intéressant, je dirais, de conserver, je dirais, le PGE si la visibilité est un peu faible ou incertaine. Donc ça, c'est véritablement, je dirais, l'amortissement serait à privilégier. En revanche, pour toutes les entreprises qui auraient des volontés d'investissement, pour ceux qui vont avoir des croissances externes, pour ceux qui voudraient, je dirais, redémarrer leur activité ou avoir des investissements, le PGE pour les investisseurs et pour les banques et nos engagements est plutôt vu comme un impact négatif, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas Covid résistante. Donc, cela peut freiner ou les montants d'engagement ou les coûts, je dirais, alloués au coût du crédit ou du prêt. Donc, voilà vraiment ce que l'on peut dire sur le PGE. Si la visibilité est faible, privilégier l'amortissement. Et pour ceux qui veulent se développer, remboursement ou un amortissement sur une courte durée à moins de 3 ans. Oui, et du coup, Laurent, si jamais on est un secteur où il y a de la visibilité, l'activité repart, etc., et on a le cash pour rembourser le PGE, donc l'option de le rembourser est quand même sans doute la meilleure. Et même si on a des besoins de financement par ailleurs, de toute façon, on peut toujours revenir discuter avec son banquier pour trouver des financements plus classiques qui n'obèrent pas finalement des décisions dans le futur. Et effectivement, de toute façon, il est toujours bon de financer, je dirais, le besoin par le bon niveau de crédit. Et effectivement, financer de l'investissement par aujourd'hui, ce qui était un bridge de trésorerie fait durant une période de Covid, n'est pas la meilleure des meilleures des solutions. Par ailleurs, aujourd'hui, tout étant excessivement bas, il n'y a pas de raison de ne pas privilégier le remboursement et de devoir ressolliciter une demande de financement à terme. D'accord. Alors, donc là, on a vu donc, les besoins des financements des sociétés qui sont effectivement très importants. Vous, de votre côté, au niveau des banques, vous avez toute une palette de solutions et vous évoluez aussi dans un univers qui comporte des contraintes. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager avec nous aujourd'hui, Laurent, sur ces sujets-là? Alors effectivement, depuis 2008-2009, les banques ont dû faire face à de nombreuses contraintes, donc BAL 1, 2, 3 et bientôt BAL 4, comme pour les assureurs avec seul 6. Donc on se doit aujourd'hui d'avoir une connaissance client extrêmement importante pour pouvoir notifier et proposer du crédit. Donc, nous reviendrons après avec talon sur les contraintes de cet univers, mais grâce à cette notation, nous allons pouvoir proposer aussi bien des solutions typiquement classiques, connues de tous, découvert à facturage, prêt de trésorerie, un peu moins connu la mobilisation du CIR, mais utile pour toutes les entreprises qui font de l'innovation et du développement. Sur le bilan, nous pouvons avoir donc tout ce qui est le refinancement d'actifs, actifs immobiliers, les investissements aussi bien de R&D et des participations ou des ouvertures de capital qui peuvent être des éléments que nous regardons aujourd'hui de plus en plus pour dégager, je dirais, des postes de cash du bilan à la trésorerie.
Alors, justement, moi, j'aimerais bien revenir sur un des sujets, le refinancement d'actifs. On voit bien en cette période de crise, finalement, beaucoup de directeurs financiers ou de dirigeants regardent leur bilan à nouveau en se disant, finalement, qu'est-ce que je pourrais monétiser pour soulager ma trésorerie. Et donc, le leaseback, communément appelé leaseback pour le refinancement d'actifs, pour moi, c'est une solution qui comporte des intérêts. C'est votre avis également sur ces sujets-là, Laurent? Alors oui, tout à fait, il y a même à double titre. D'une part, pour tous ces actifs, s'ils ont été financés ou s'il reste encore une partie de crédit, de le refinancer derrière, qui permet, je dirais, de dégager donc tout de suite du cash pour l'entreprise et passer les prochaines années et refinancer à des coûts somme toute très intéressants aujourd'hui, je dirais, l'actif. Et deuxièmement, j'irai au-delà en disant que derrière, il y a la possibilité de le sortir de la structure pour le mettre sur une structure ad hoc. Car comme on dit aujourd'hui sur les participations ou la prise de capital par des fonds, si de vérité de certains dirigeants, vous vouliez pouvoir entrer un fonds, c'est des éléments qui doivent être sortis obligatoirement de l'exploitation. Donc j'invite véritablement à regarder toute cette partie du haut de bilan afin de le refinancer, qui permet aujourd'hui est une belle solution, patrimoniale et je dirais de gestion d'entreprise. Et deuxièmement, de pouvoir mettre la structure en ordre de bataille pour la proposer sur le marché ou de faire entrer un investisseur. D'accord. Donc, alors, on a parlé des contraintes dans lesquelles vous évoluez, mais finalement, je trouve que pour un directeur financier ou pour un dirigeant, c'est très compliqué de savoir quelle est la ligne rouge à ne pas dépasser pour rester finalement dans le cadre des contraintes de notation que vous avez évoquées. Qu'est-ce qu'il faut absolument savoir pour évoluer dans ce contexte? Voilà, effectivement. Alors aujourd'hui, il faut savoir que la notation pour toute entreprise qui est inférieure à 10 millions, en tout cas à l'intérieur du groupe BPCE, est totalement automatisée. C'est-à-dire que si un certain nombre de points ne sont pas, requis ou ne sont pas donnés, nous allons dégrader automatiquement la note et il y aura une période obligatoire de 90 jours pour pouvoir renoter l'entreprise. Les conséquences premières, c'est d'une part d'avoir un aspect réduit au crédit et ainsi qu'une augmentation du coût de ce crédit. Donc, quels sont les points forts? C'est de dire déjà de ne pas avoir une utilisation constante de son découvert. C'est-à-dire que aujourd'hui, le législateur va estimer qu'un découvert a une utilisation moyenne et de 15 jours dans le mois. Et le fait d'une utilisation constante et permanente de ce découvert va plutôt être considéré comme une insuffisance de fonds propres et donc va être un premier voyant de comme quoi il va falloir être vigilant sur la notation. Ça va être le fait d'avoir aussi des fonds propres dégradés ou un endettement bilanciel fort par rapport au bilan. Donc, on va donc estimer qu'une structuration faible de l'entreprise est un élément aussi de vigilance. Et le fait d'avoir certaines inscriptions auprès de la Banque de France, des retards URSSAF, d'avoir des rejets de LCR, vont engendrer aussi des éléments et des points que nous allons devoir noter. Sachant qu'aujourd'hui, l'absence de bilan auprès de votre banquier de 18 mois va entraîner de facto une notation par défaut. Donc, vous ne pourrez plus avoir accès ni au crédit, ni à un emprunt. Donc, véritablement, la discussion entre le banquier aujourd'hui, le DAF ou le dirigeant devient une nécessité pour pouvoir, allouer le découvert au mieux du cycle d'exploitation de l'entreprise et à une rémunération au plus juste, et un coût au plus juste pour l'entrepreneur. D'accord. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'une entreprise, par exemple, qui a des fonds propres négatifs, clairement, ça, c'est une ligne rouge. C'est-à-dire un accès
à l'emprunt est très compliqué pour ce type de société. Voilà, le législateur va si vous voulez, penser que, étant donné qu'aujourd'hui, le banquier aura une signature, une capacité de fonds propres supérieure, je dirais, aux dirigeants de l'entreprise, et donc on estime que c'est le détenteur de dette ayant la plus grande solvabilité qui est responsable in fine du crédit. Donc, les établissements bancaires souvent ne souhaitent pas, même pas souvent, ne rentrent pas en découvert sur des sociétés à fonds propres négatifs au risque de devoir rembourser la totalité de la dette de la dite entreprise. Voilà. Donc dans ce cas-là, il faut trouver des solutions d'investissement pour équilibrer les fonds propres, injection de capital, etc. Tout à fait. D'accord. Sur les notations de Banque de France, comment est-ce que ça fonctionne exactement? C'est quoi l'échelle pour nos auditeurs? Donc, l'échelle va de 1 à 6, sachant que la norme étant de 3, 1 étant la meilleure et 6 étant la plus défavorable, et qui est liée effectivement à la convergence de fonds propres, de montants de chiffre d'affaires, et oui, c'est ça, de montant de chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est de 20 à 6. Et ensuite, vous avez la lettre qui va de A à F ou G, qui est lui au niveau, si vous voulez, du montant de chiffre d'affaires alloué. Et donc entre le montant plus la valeur de défaut, ça donne la notation BDF, et qui est aussi un critère que nous regardons au niveau de l'ensemble des banques, parce que souvent des fois aussi il y a des poules bancaires par rapport pour allouer le montant du crédit et je dirais le coût du crédit. D'accord, ok. Merci pour ces explications. Alors, donc ce qu'on a vu là jusqu'à présent, donc on a vu les besoins de financement, on a vu les solutions que les banques peuvent proposer, on a vu les contraintes dans lesquelles vous évoluez. Donc maintenant, l'idée, c'est, voilà, je suis directeur financier d'une société, j'ai besoin d'un financement. Je viens vous voir. Quelle est, de votre point de vue, finalement, l'attitude et la relation qui doit se créer entre le banquier et le directeur financier ou le dirigeant pour construire les meilleurs scénarios et les meilleures solutions, de votre point de vue? De mon point de vue, aujourd'hui c'est la communication, c'est-à-dire d'avoir des points réguliers, trimestriels. C'est-à-dire que le fait d'avoir de l'information aujourd'hui aussi bien sur l'activité que sur le prévisionnel, même si celui-ci est revu tous les 3 mois, nous permet en tant que chargé d'affaires d'être votre porte-parole auprès des engagements et de dire voilà, l'entreprise, elle est bien structurée, elle sait d'où elle vient et elle sait où elle va. Elle a plus ou moins émis tel niveau d'activité sur tel secteur, et ce qui nous permet, nous, dans des périodes où des fois tendues ou avec des besoins d'expliquer où nos engagements sont un peu plus réticents, de dire écoutez, nous on connaît cette entreprise, on a le track record qui permet de dire regardez, le dirigeant est comme quelqu'un qui connaît son entreprise, connaît son activité, qui a passé plusieurs périodes de crise. Bon, aujourd'hui c'est une période incertaine, on n'a pas de visibilité, mais qui en a? Eh ben, en tout cas, on sait que notre dirigeant est quelqu'un qui a une vision stratégique, qui maîtrise ses coûts, qui a trouvé des relais de croissance, qui arrive à trouver donc l'optimisation de valeur. Et par tous ces éléments-là, et il nous fait des points réguliers. Nous pouvons donc défendre la vision de l'entreprise et je dirais aller défendre les renouvellements découverts, des accroissements découverts, aller chercher dire ben voilà, on va aller chercher du leaseback, on va aller chercher une solution ad hoc par du factor, ou aller parler à des personnes que l'on connaît de l'ensemble du groupe pour dire bah là j'ai peut-être une idée parce que le dirigeant le voit peut-être pas forcément, mais si tu lui parles de ça, ça et ça, peut-être que nous arriverons à trouver la solution la plus adéquate par rapport aux besoins. Donc c'est véritablement l'explication, la vision
Et j'en conclurai aussi par la vision à moyen long terme. C'est-à-dire que moi, entre une création d'entreprise, une société existante depuis 5 ans et un dirigeant qui me dit, moi, monsieur Sepp, vous savez, mon objectif est quand même que dans 4-5 ans, c'est de vendre un fonds, c'est de sortir, c'est de céder. Il est bien entendu que la vision que je vais défendre auprès de nos engagements va être totalement différente. Et l'approche du risque sera différente. Donc voilà, une structure financière capitalisée qui a un petit besoin de trésorerie et un petit passage à vide, mais qui derrière me dit dans 3-4 ans je veux vendre et qu'on a un track record de 20 ans, sera vu et étudié différemment que si je me retrouve sur une société en création et qui me dit de toute façon, moi j'ai des besoins d'investissement de 500 000 euros tous les ans parce que mon business model est fait de telle sorte que pour récupérer mes parts de marché et devenir rentable, j'ai besoin de ça sur 2 ans. Voilà. Là, on en revient évidemment donc, à un enjeu de transparence, mais il y a un enjeu aussi pour le dirigeant et le directeur financier de bien connaître son activité et d'être capable de la modéliser et de la projeter. Donc ça, effectivement, c'est aussi, là, c'est le rôle par contre du DAF et du dirigeant de se mettre en ordre de bataille pour faire des budgets, des estimés, des business plans de manière régulière et les mettre à jour de manière régulière pour vous nourrir finalement de l'information adéquate. Voilà. Aujourd'hui, avec tous les outils, tous les ERP qui sont je dirais, disponibles, je dirais sur la place en France et sur la place parisienne, il y a une possibilité aujourd'hui effectivement de faire des reportings précis et plus réguliers. Je dirais que la simple sortie du bilan annuel. Donc effectivement, le fait de pouvoir discuter et avec le directeur financier pour de bien connaître la contrainte, la zone de tension, permet déjà en amont d'aller discuter en dehors de période, toujours d'aller voir le banquier en période de contrainte ou quand ça va mal, de dire écoutez, moi je sais que ça va être plus ou moins tendu à telle période, d'aller voir, comme on disait tout à l'heure, aussi bien de la BRED que de BPCE, d'aller chercher l'ensemble des experts ou des personnes extérieures pour dire comment on va construire une solution vraiment unique de la trésorerie à l'exploitation ou dans le haut de bilan pour trouver le bon financement pour amener au résultat et à l'attente du dirigeant. D'accord. Alors, il y a une idée reçue qui est que finalement, il ne faut peut-être pas trop en dire à son banquier parce que ça va nous coûter plus cher. Feedback là-dessus. Alors là, je dirais que c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le manque d'information, le point crucial, c'est de la relation, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chargé d'affaires, celui qui est en face du dirigeant, on est le porte-parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a de l'information biaisée et tronquée, que moi je vais défendre votre point de vue auprès des engagements, si derrière, moi je reviens 3-6 mois après et que celui-ci ne s'est pas avéré ou qu'il s'est avéré que des choses ont été, si vous voulez, plus ou moins non dites et qu'on s'en aperçoit, deux possibilités. Soit le service des engagements va me dire, écoutez, monsieur Sept, c'est bien, mais vous voyez, vous n'avez pas une relation de confiance et de transparence avec votre dirigeant. Il vous dit pas tout. Donc moi, je vais devoir prendre un peu votre place et être un peu plus restrictif parce que vous n'arrivez pas à avoir toutes les informations et que je vais devoir appliquer le devoir de vigilance. Ou deuxièmement, au risque inconsciemment, moi aussi, je vais quelque part un peu me freiner, c'est-à-dire de dire, est-ce que tout ce qu'il me dit est juste? Est-ce que je vais pas essayer de prendre dans le ratio entre le plus bas et la fourchette la plus haute, minimiser mon ratio pour me dire, on ne sait jamais, je vais peut-être, j'en garde un peu pour au cas où, pour éviter de me retrouver dans une situation un peu délicate. Donc, je dirais aujourd'hui, surtout en plus durant cette période, je dirais ne pas discuter ou de moins en dire. Je vous dis, je reviens aujourd'hui avec les ERP, avec les systèmes de notation, aujourd'hui avec les outils qui sont mis à la disposition.
Et les flux financiers qui sont aujourd'hui tracés et quasiment tous, je dirais, existants, enfin visibles dans le système interbancaire, compte tenu qu'on est plus en virement qu'en cash ou autre, c'est quand même difficile de ne pas de venir cacher un petit peu un certain nombre d'informations. Et ce que je vous dis encore une fois ne viendrait pas défendre votre dossier, mais viendrait plutôt desservir, je dirais, la solution demandée. Exactement. Alors nous, du point de vue des directeurs financiers ou des dirigeants, ce qui de temps en temps est peut-être un petit peu compliqué à anticiper, c'est les cycles de décision au sein des banques et aussi quand vous devez faire appel à d'autres départements au sein de la banque. Voilà, c'est pas toujours très évident de comprendre toutes les arcanes de la banque. Est-ce que quel est votre rôle dans ce cas-là? Alors ça, effectivement, c'est un vrai écueil. Bah, déjà, le premier, je dirais que la difficulté vient que après les experts comptables qui ont une période, je dirais, difficile et longue, qui est sur la sortie des bilans, effectivement, on se retrouve souvent sur les renouvellements de découvert durant la période mai-juin. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du parc de notre portefeuille client, on se retrouve en 60 jours à devoir étudier le renouvellement de l'ensemble des concours. C'est à la sortie de ces bilans qu'ensuite, souvent, les dirigeants et avec les DAF ont déterminé, je dirais, le plan d'investissement et de financement, qui fait que c'est en parallèle qu'on se retrouve à devoir financer tout ce qui est les CAPEX et cycles d'exploitation. Pour peu que derrière certaines entreprises ont fait appel à des fonds pour des prises de participation ou, je dirais, faire des cessions, on se retrouve en même temps à devoir faire des gestions de dossiers de participation qui, eux, sont prenants en termes de temps et d'exigence d'études. Donc, je dirais que souvent la période mai-juin est assez difficile globalement, et les périodes de fin d'année, sur toutes les périodes de fin de finalité fiscale. Donc voilà. Donc si dans l'étalement, les meilleures périodes, c'est plutôt les débuts d'année, je dirais entre janvier et mars, là où en plus on réalloue les budgets, je dirais, de financement, et je dirais la période automne-novembre, là où c'est plutôt nous un cycle bas. Pour le système de décision, nous, en tout cas, au sein d'Inbred et Banque Populaire, c'est un système humain. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, nous passons toujours en comité. Donc, c'est-à-dire face à des personnes physiques, il n'y a pas de système de scoring. Ce qui fait que l'avantage est que nous pouvons défendre les dossiers. C'est nous qui passons devant un comité de 5 personnes. En revanche, effectivement, il y a un certain nombre de dossiers, c'est-à-dire que on fait de 14h à 18h, voire 20h ou 21h qu'il y en a beaucoup, mais on ne peut pas prendre plus qu'un certain nombre de dossiers. Donc souvent, des fois, ça décale. Donc le but est quand même qu'on ne doit pas dépasser, aller sur un dossier, il faut d'exploitation, on doit donner une réponse sur inférieure quand même à 200 ou 1 million d'euros en 15 jours, 3 semaines maximum, mais c'est vraiment large, voire même en dessous de 100 000, on doit pouvoir le faire en 10 jours. Et je dirais pour tout ce qui va être des gros sujets de haut de bilan ou de participation, on doit être sur des cycles, on va dire, entre la préparation, le term sheet et la dissolution, aller 2 mois maximum. D'accord. Donc, le mot d'ordre, c'est quand même sur, justement, pour éviter cet engorgement au niveau lors de la sortie des bilans, c'est peut-être déjà si on a des comptes qui ne sont pas forcément encore validés par les CAC, mais au moins un projet, de vous les soumettre avant pour déjà que vous puissiez prendre connaissance des informations. Finalement, plus on anticipe cette période, plus on vous facilite la tâche et on débloque les situations rapidement. J'invite aussi tous les directeurs financiers aussi à demander des lignes de crédit, c'est-à-dire autres que donc lorsqu'on fait le découvert ou la sortie du bilan, c'est de demander des lignes ou de factor, une ligne de leasing, une ligne de location longue durée ou d'investissement, qui fait que de dire voilà, moi pour 2 CAPEX, j'ai besoin d'une ligne de 50 ou 100 000 euros récurrents chaque année. Et ce qui fait que nous, déjà aux engagements, on a déjà validé cette ligne. Et ce qui fait que lorsque vous
vous avez déterminé un investissement, il suffit tout simplement d'envoyer des éléments et pour monter le dossier. Et dans ces cas-là, après, grâce à l'avènement maintenant des signatures électroniques aussi qui commence à venir et qui vient au sein de la banque, permet je dirais, d'être ultra réactif, je dirais, en moins d'une semaine, de faire le dossier. D'accord, ok. Très bien. Alors, merci pour cet échange. Je pense qu'on est pile à 30 minutes. Alors, est-ce que nous avons des questions en ligne? Non, nous n'avons pas de questions pour l'instant. Alors, nous vous inviterons tous à poser des questions. Alors, j'espère que ça veut dire qu'on a été extrêmement clair, mais je suis sûre que vous avez des questions. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Donc, que ce soit sur la modélisation des besoins de financement du côté des dirigeants et des DAF, là, je peux effectivement répondre, ou sur les besoins et des solutions au niveau des banques. N'hésitez pas à poser vos questions, donc soit à Laurent, soit à moi. Alors, j'ai une question, Laurent, sur la mobilisation du CIR. Comment ça fonctionne voilà, si on a un CIR qui met du temps à se débloquer, comment est-ce qu'on monte le dossier? Alors, moi, je vous invite effectivement parce que, alors souvent, pour le CIR, de premier point, j'invite toutes les personnes qui souhaitent le faire à se rapprocher, je dirais, d'un cabinet d'un cabinet spécialisé qui font la gestion du CIR. Parce que la problématique ce n'est pas tant l'obtention du CIR sur 1, 2 ou 3 ans, mais c'est la possible requalification par l'administration fiscale de la non-éligibilité du CIR. Donc, tel que le cabinet Sidal, pour pas le nommer, ou d'autres, ont la capacité réellement de pouvoir valider en amont de qu'est-ce qui est véritablement éligible au CIR ou pas, et de valider le fait que vous ne serez pas requalifié fiscalement. Donc, au sein de la BRED et nous du groupe BPCE, on a un cabinet totalement spécialisé qui prend à peu près 2 semaines pour faire un audit du CIR, d'estimer ce qui est mobilisable et vous donne une certitude et une certification surtout de leur part en disant que si le fisc revenait à terme en vous disant que vous n'étiez pas éligible, reprendra en charge, je dirais, des pénalités qui vous seraient impliquées. Donc voilà. Donc et puis et en plus c'est comme des éléments assez techniques et des éléments qui demandent pas mal du juridique et de vision fiscale. Voilà, je déconseille fortement d'y aller seul. Je vous dis, compte tenu de la possibilité N2, N3, de devoir rembourser 3 années de CIR en une seule année, qui pourrait encore plus pénaliser et je dirais venir déstabiliser et déstructurer la gestion de la trésorerie. Mais et si l'État n'a toujours pas payé et qu'il se fait un petit peu lent, on a des solutions pour faire le bridge de trésorerie, par exemple? Alors, justement, à partir du moment où l'étude est faite par ce cabinet et que celle-ci est validée, effectivement, aujourd'hui, on est tout à fait apte à mobiliser et à faire, je dirais, l'avance de la mobilisation du CIR. Puisque je dirais que nous, du moment que vous êtes éligible, que on valide le fait que vous allez vous ne serez pas requalifié, qu'il n'y a pas de risque derrière de devoir engager et la responsabilité de la banque et le retour des fonds, c'est comme un relais de TVA, on sait le financer. D'accord. Ok, merci pour cette réponse. Alors, est-ce que nous avons des questions? Oui, j'ai l'impression que nous avons une question. Le cabinet pratique-t-il le rescrit pour le CIR? Qu'est-ce que c'est? Alors, où est la question? Moi, L'onglet question. L'onglet question, voilà, exact. Hop là.
Alors là, je vais être très clair. J'avoue que je n'ai pas forcément la réponse personnellement. Donc, par contre, Monsieur Björn, je vais la noter et je ne manquerai pas de vous y répondre donc par mail dans la journée. Voilà. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, sur les marges, on n'a pas reparlé, Laurent, sur les marges. Imaginons une société qui est plus risquée qu'une autre. Est-ce que vous prenez des petites marges supplémentaires ou quelle est la pratique ou alors c'est uniquement la marge de refinancement qui fait que finalement le crédit est plus cher? Disons que nous, aujourd'hui, la notation se fait sur 2 points. Donc, effectivement, sur le taux de refinancement, et celui-ci est adossé, donc de toute façon, justement, aussi à notation. C'est là où je viens que la notation est extrêmement importante, parce que donc le taux de refinancement ne sera pas le même et notre prime de risque engagée ne sera pas la même au regard de la notation. Donc, grosso modo, entre le taux de refi et la notation, représente plus de 80% aujourd'hui, je dirais du taux appliqué au découvert. En revanche, effectivement, il y a forcément une marge qui est allouée, qui est nécessaire à nos coûts je dirais, le coût de structure ainsi que, je dirais, la marge de la banque. Voilà, tout simplement. D'accord. Merci. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Non. Est-ce qu'il y aurait des sujets que nous n'aurions pas évoqués, Laurent? Non, pour moi, je pense qu'on a fait pour l'instant le tour. Je vous dis, à part que je reste entièrement disponible ou par LinkedIn ou par mail pour toute réponse de questions ou que ce soit pour clients ou prospects. Je veux dire, il n'y a pas de voilà. Si on peut y répondre, on tâchera d'y répondre et trouver ou en tout cas aussi vous donner le nom de contacts qui pourraient être des experts si vous avez des besoins spécifiques. Voilà. Donc, vous voyez sur la slide donc, nos coordonnées, les miens et ceux de Laurent. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui ne vous seraient pas venues à l'esprit pendant ce webinaire, à nous les envoyer par email. Nous vous y répondrons évidemment. Et puis, de toute façon, il y aura un replay de ce webinaire qui va être envoyé. Donc, vous pourrez le regarder à nouveau s'il y a des choses qui n'étaient pas très claires. Et moi, le dernier conseil que je donnerais finalement à nos directeurs financiers, à nos dirigeants, c'est vraiment le moment de regarder à nouveau votre bilan. Après cette période de crise, pour trouver toutes les solutions pour monétiser, trouver toutes les poches de monétisation de vos actifs. Voilà, on n'y pense pas, mais c'est pas parce que des créances ou des stocks sont dépréciés que ça n'a aucune valeur. Hein. Voilà, c'est plus une notion de risque. Il y a peut-être une valeur de marché et même si c'est pas grand-chose, ça peut permettre d'alléger le bilan. Ça peut aussi, éventuellement, s'il s'agit des stocks, ça peut aussi engendrer des frais moindres en coût de stockage, par exemple. Voilà. Donc, je vous encourage à avoir une revue complète avec vos équipes de toutes les lignes du bilan et pour voir finalement qu'est-ce qu'on pourrait vendre, louer, financer, voilà, pour trouver des solutions de trésorerie. Voilà. Il y a beaucoup de solutions qui sont à la main des dirigeants et des directeurs financiers. Évidemment, vous rapprochez de votre banquier ensuite pour trouver des solutions communes, mais l'analyse doit être faite de votre côté. voilà, et moi je conclurai en disant que vraiment la communication est vraiment ultra importante à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les banques se réinventent. Aujourd'hui, créent de nouveaux outils et de systèmes innovants, des produits de plus en plus agiles pour répondre, je dirais, aux nouvelles attentes et contraintes, je dirais, de l'environnement dans lequel on vit. Donc, je dirais que le banquier doit et est un partenaire et véritablement, je dirais, pour pérenniser et croître une entreprise, n'hésitons pas à communiquer régulièrement, envoyer les éléments et je suis certain que n'importe quels que soient mes confrères, des solutions vous seront proposées et allouées pour, je dirais, pour la bonne marge de l'entreprise. Voilà.
Bon, en tous les cas, merci pour ce webinaire, Laurent. J'étais ravie de passer ce moment ensemble. Et à tous nos interlocuteurs et auditeurs, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des sujets sur lesquels vous voudriez avoir des conseils, réfléchir. Voilà, nous sommes à votre disposition tous les deux. Voilà, tout à fait. Merci Marie aussi pour cette belle présentation et référence DAF. Au revoir. Au revoir.